Gregory Vincent Rice est un homme de 46 ans. Surnommé Greg par ses proches, il est un père aimant de 5 enfants, un fils, un frère et un ami en or. Alors personne ne comprend pourquoi, depuis le 2 octobre 2020, il ne donne plus signe de vie. Il a été vu pour la dernière fois sur Flint Lake Drive, à côté de Myrtle Beach, en Caroline du Sud. Un avis de recherche est lancé 3 jours plus tard, le 5 octobre. Ce n'est pas du tout dans les habitudes de Greg d'inquiéter ses proches, en particulier ses enfants, Zachary, Savannah, Dakota, Madison et Blake. Tout le monde est extrêmement angoissé à l'idée qu'il soit arrivé quelque chose au père de famille. Malheureusement, son corps sera retrouvé le 8 novembre 2020 dans la rivière Little Pee, enroulé dans une bâche. Greg a reçu plusieurs balles. Gregory Vincent Rice est né le 13 octobre 1973 à Cincinnati, dans l'Ohio, de Robert et Patricia. Il a 4 frères, Robert Jr., Kenneth, Timothy et Stephen. Il a été marié une première fois à Kristen, avec qui il a eu son premier fils, Zachary. Après son divorce, il rencontre une autre femme, Megan Jackson, avec qui il aura ses 4 autres enfants. Le couple est heureux pendant 16 ans, jusqu'à ce que tout s'écroule en 2018. Ils se séparent officiellement en novembre 2019, mais choisissent d'essayer de rester en bons termes, pour le bien des enfants. Greg aimait le golf et le surf. Il était également un fervent joueur de Fortnite, collectionneur de bandes dessinées et aimait passer du temps à l'extérieur. Mais par-dessus tout, Greg aimait passer du temps avec ses enfants. Il était un père dévoué et attentionné, dont le monde tournait autour d'eux et de leur bonheur. D'après les témoignages de ceux qui l'ont connu, Greg était un bon ami, toujours à faire rire les autres. Il était un homme gentil et aimable, apprécié par tous. Alors, qui aurait pu lui faire du mal ? Était-ce une mauvaise rencontre fortuite ou un crime bien plus sombre ? Greg est donc vu pour la dernière fois le 2 octobre 2020. Après 3 jours de silence, Megan, son ex-compagne, appelle la police pour demander une visite de contrôle à son domicile. L'officier Perkins se rend alors chez Greg et retrouve Megan devant la porte. Elle dit être morte d'inquiétude. L'appartement est fouillé, mais rien ne ressort particulièrement. Aucune tache de sang ni douille n'est retrouvée. Par contre, l'officier Perkins récupère les clés et le portefeuille de Greg. À la suite de cette visite, Megan s'est rendue au commissariat pour signaler la disparition de son ex-compagnon et père de ses enfants. Naturellement, les enquêteurs traitent cette affaire comme une disparition. Des recherches à grande échelle sont menées, des battues sont organisées, notamment à l'aide de chiens policiers. Mais Greg reste introuvable. Puis, 1 mois après sa disparition, le 8 novembre 2020, le corps de Gregory Rice est retrouvé près de la rivière Little Pee. Reggie Hotaling, alors enquêteur principal au bureau du shérif du comté de Marion, est appelé dans la région de Pitt's Landing. Des efforts importants ont été déployés pour dissimuler le corps. Sur place, les officiers découvrent donc la dépouille de Greg, je cite, « enveloppée dans une bâche, fixée à l'aide d'attaches en plastique et alourdie par au moins un parpaing maintenu en place à l'aide d'une sangle à cliquet. » Le corps est directement envoyé pour autopsie, où il est attesté que Greg a reçu au minimum 5 balles, une dans la tête, dont l'entrée se situe dans la tempe gauche, une dans la poitrine, côté gauche, 2 dans l'aine, toujours à gauche, et une dans la cuisse droite. L'autopsie conclut que 2 autres trous ont été découverts sur le corps de Greg, mais qu'à cause de la putréfaction, il n'est pas possible d'affirmer avec certitude qu'il s'agit de blessures par balle. C'est le bureau du shérif du comté de Horry qui est compétent et qui récupère l'affaire. Le sergent Adam Skelet est nommé enquêteur principal. Il récupère des baskets noires, un jean, un sweatshirt et d'autres vêtements, ainsi que des photos et les balles, qui proviennent manifestement d'un pistolet de calibre 22. L'enquête pour disparition se transforme donc en une enquête pour meurtre. Durant le mois qui a suivi la disparition de Greg, les agents ont interrogé les proches de la victime. Tout le monde s'accorde à dire que Greg n'avait pas d'ennemis. Enfin, il y a peut-être une personne qui sort un peu du lot. La seule personne avec qui Greg avait des conflits. Vous vous en doutez, il s'agit de Megan, son ex-compagne. D'après l'entourage de l'homme, la relation entre Greg et Megan a plus ou moins toujours été conflictuelle. Megan se plaignait même souvent de son ex-compagnon, qualifiant leur relation de toxique et d'abusive. Au cours des mois qui ont précédé la disparition de l'homme, les choses se seraient vraiment dégradées entre eux. Megan Marie Jackson, 35 ans, est arrêtée le 11 novembre 2020, 3 jours après la découverte du corps de Greg. Mais elle ne partira pas en prison seule, non. Elle emmène avec elle son amant,
Chris Dontel. Revenons un peu en arrière. Nous sommes en 2018 et le couple Greg-Megan bat de l'aile. À l'époque, Megan travaillait dans une entreprise de transport de corps qui transférait les corps du lieu où ils étaient décédés vers les pompes funèbres ou la morgue. Chris Dontel, lui, était médecin légiste adjoint du comté de Horry. Ils se sont rapidement liés d'amitié. Chris Dontel et son épouse Erika se sont mariés en juin 2015 et en 2018, ils étaient en train de déménager d'un appartement à une maison qu'ils avaient achetée à Rivers Edge Plantation. Pendant le déménagement, Erika Dontel était enceinte et incapable de soulever des cartons lourds. Chris raconte qu'il en a parlé à Megan un jour au téléphone du fait qu'il n'avait pas beaucoup d'aide et Megan s'est portée volontaire pour l'aider. Toujours d'après Chris, il a un jour invité la mère de famille à déjeuner au restaurant Brix en 2018 ou 2019, un endroit où il était un habitué. Il y allait souvent pour prendre un verre ou emmener sa famille dîner. Au fil du temps, Megan est devenue une habituée du Brix elle aussi, sûrement dans l'espoir d'y voir Chris, et d'après lui, elle était souvent déjà là, en train de boire seule lorsqu'il arrivait de son côté. Un soir, à la fin de l'année 2019, elle a réglé sa note et lui a dit qu'elle avait un secret à lui confier. Au volant de sa camionnette de travail, elle a demandé à Chris de monter sur le siège passager, puis elle s'est garée à l'arrière du restaurant, dans une voie de service déserte. Alors elle a demandé à Chris « As-tu déjà trompé ta femme ?» Ce à quoi il a répondu que non, et elle lui aurait rétorqué « Eh bien, tu es sur le point de le faire », en enjambant la console pour se mettre au-dessus de lui, et a commencé à l'embrasser. Chris raconte qu'il a repoussé Megan ce soir-là. Ensuite, au travail, elle a commencé à le taquiner, lui disant qu'il était le seul homme à l'avoir jamais rejeté. Megan a continué à courtiser Chris, jusqu'à ce qu'il accepte, et ils ont commencé à avoir des relations sexuelles régulièrement. Il semblerait que Greg et Megan se soient séparés en novembre 2019. Le même mois, la mère de Megan décède subitement, alors qu'elle devait co-signer l'achat d'une maison pour Megan en Caroline du Sud. Selon son demi-frère Sean Arju, la vie de Megan a alors basculé. Elle s'est retrouvée pratiquement sans domicile et son comportement a changé. Peu avant Noël, elle a emménagé dans le quartier de Chris et Erika avec ses 4 enfants, à quelques pâtés de maison seulement du domicile de son collègue. Après qu'Erika Dontel ait commencé un emploi moins bien rémunéré et à cause de la pandémie de Covid-19, le couple a commencé à avoir des problèmes financiers. À cette époque, ils avaient 2 jeunes enfants et Chris témoigne que les temps étaient durs. Pendant le confinement lié à la pandémie, Megan et sa famille ont commencé à passer plus de temps avec les Dontel. Leurs enfants se voyaient presque tous les jours et les parents partageaient souvent des repas ou passaient du temps ensemble. Megan et Erika ont même fini par se lier d'amitié. Bien qu'elle ne gagnait pas un salaire élevé, Megan a aussi commencé à les aider financièrement en leur faisant des courses ou en payant leur part au restaurant lorsqu'ils sortaient. D'après Chris, elle a déclaré qu'elle avait hérité d'une somme d'argent et que c'était grâce à cela qu'elle pouvait tout payer. Megan était donc très proche de la famille de son amant, ce qui semble tout de même très déplacé. Néanmoins, cela ne les dérange pas plus que ça et les deux continuent leur petite affaire jusqu'au décès de Greg. Concernant l'enquête, le 5 octobre 2020, le jour où Megan a signalé la disparition de Greg, la police a informé la médecin légiste en chef, Tamara Willard, que son collègue, le légiste adjoint, Chris Dontel, serait interrogé dans le cadre de l'enquête. Ce même jour, les forces de l'ordre ont obtenu l'autorisation d'examiner le téléphone et le véhicule professionnel de Chris. Je suppose que certains proches de Greg ont dit à la police que Megan avait une relation avec un homme marié et que cela leur a suffi pour enquêter sur lui. Après tout, ça semble opportun. À la mi-octobre, Megan et Chris sont officiellement considérés comme des personnes d'intérêt dans l'enquête. Megan et Chris sont finalement arrêtés le 11 novembre 2020 après que les autorités aient analysé leurs relevés téléphoniques, les données des lecteurs de plaques d'immatriculation et les déclarations des témoins. Les deux compères sont accusés de meurtre, d'enlèvement et de complot criminel. Le lendemain, un mandat de perquisition est exécuté au domicile de Megan, situé au 218 Rivers Edge Drive à Conway, afin de tenter de trouver des preuves la reliant dans la disparition et la mort de son ancien compagnon. Mais les officiers vont tomber sur une scène d'horreur. Comme je vous l'ai dit, Megan a 4 enfants. D'après ce que j'ai compris, l'aînée, Savannah, avait 14 ans à l'époque. D'après le rapport de police, les 3 plus jeunes enfants de Greg et Megan ont été retrouvés enfermés dans des chambres dotées de serrures électroniques qui étaient désactivées puisque les piles de ces serrures avaient été retirées, rendant impossible tout déverrouillage interne. Aucune poignée n'était installée à l'intérieur des portes des chambres, seul un code numérique, que les enfants ne connaissaient pas, permettait d'ouvrir les portes.
Enfermés, sans accès à des toilettes, les enfants étaient contraints d'uriner dans leur chambre en utilisant des récipients disponibles. Ils ont été laissés sans chauffage, sans nourriture et sans électricité. Megan avait également installé des petits cadenas sur les fenêtres des chambres et manipulé les rails coulissants pour les empêcher de s'ouvrir, éliminant ainsi tout moyen de fuite ou de ventilation. L'une des enfants, âgée de 13 ans, ne pesait que 22 kilos à l'époque, ce qui correspond à une insuffisance pondérale grave et probablement à une privation à long terme. Elle a déclaré qu'elle n'était nourrie qu'une fois par jour. Megan a donc également été inculpée de mise en danger de mineurs et de négligence envers un enfant ou une personne sans défense. Megan et Chris ont été libérés sous caution dans l'attente de leur procès, mais tous deux ont été renvoyés en prison en septembre 2021 après avoir enfreint les conditions de leur libération en prenant contact l'un avec l'autre. Ils auraient communiqué par téléphone et Chris aurait même secrètement rencontré sa co-accusée alors qu'elle était assignée à résidence. À partir de là, à cause de la pandémie et de la complexité de l'affaire, il faudra attendre 3 ans pour que les choses bougent enfin. Le procès de Chris s'est ouvert en décembre 2024. Les jurés ont été sélectionnés, les déclarations préliminaires étaient sur le point de débuter, mais l'accusé a finalement indiqué qu'il souhaitait négocier un accord de plaidoyer. Initialement accusé de meurtre, il a finalement préféré plaider coupable des chefs d'accusation de complicité et de complot en échange de son témoignage contre Megan Jackson. D'après l'avocate de Chris, maître Emerocek, depuis le premier jour où je me suis occupée de cette affaire, il a toujours voulu plaider coupable pour ce dont il était coupable, à savoir complicité après coup. Mais Marie-Hélène Walter, la procureure adjointe, n'était pas tout à fait du même avis et a déclaré après l'audience de plaidoyer de Chris, je cite, « Bien que l'État apprécie qu'il accepte enfin sa responsabilité, il est important de noter qu'il ne l'a fait qu'après que le jury ait prêté serment et que l'État se soit apprêté à faire sa déclaration liminaire, après avoir perdu toutes ses motions substantielles avant le procès. » Quoi qu'il en soit, Chris sera condamné après le procès de Megan, qui s'est ouvert le 9 juin 2025. Savannah Rice a témoigné au procès de sa mère pour l'accusation. La jeune fille de 19 ans a décrit son père comme un homme imparfait, mais qui faisait de son mieux. Elle a affirmé que ses parents se disputaient constamment et ne s'entendaient pas bien, mais que son père était un homme qui se souciait de ses enfants et de son entourage. Elle a également déclaré avoir rencontré Chris Dontel et qu'il passait beaucoup de temps avec sa famille. Elle a déclaré avoir découvert la liaison entre sa mère et lui en les entendant faire l'amour dans la pièce voisine. Enfin, elle a raconté qu'à une occasion, avant que le corps de son père ne soit retrouvé, sa mère était rentrée ivre un soir et avait dit « J'espère que ce qui est arrivé à ton père arrivera à ta sœur ». Erika Dontel a également témoigné. D'après elle, et son témoignage rejoint celui de Chris, Megan a toujours décrit Greg comme un homme violent et un toxicomane. Cependant, plusieurs témoins policiers ont déclaré n'avoir trouvé aucune preuve de consommation de drogue dure au domicile de la victime et son autopsie a révélé que la marijuana était la seule drogue présente dans son organisme. Les Dontel n'ont jamais rencontré Greg, ne connaissant de lui que ce que Megan leur avait dit. Cependant, Chris a déclaré que les enfants de Greg avaient donné une version différente de leur père. Je cite, « Ils ont parlé de lui en termes très élogieux. Ils ont parlé de lui comme j'aimerais que mes enfants parlent de moi. » Vient donc finalement le tour du témoignage le plus important du procès, celui de Chris. Il s'est avancé vers la barre et n'a pas regardé Megan une seule fois. Voici, selon lui, le déroulé des faits. Le soir du 2 octobre 2020, il a passé la soirée avec Megan. Ils sont allés tirer au stand de tir, puis dîner au restaurant. Après ça, elle lui a dit qu'elle devait s'arrêter au salon funéraire de Myrtle Beach avant de rentrer chez elle. Pendant qu'il se trouvait au salon funéraire, Megan semblait être au téléphone avec quelqu'un dans l'une des pièces à l'arrière. Quand Chris lui a demandé qui c'était, Megan a répondu qu'il s'agissait de Gregory Rice et qu'il devait s'arrêter chez lui, car elle lui a dit de la retrouver dehors, sous le porche. Chris a donc conduit Megan jusqu'au domicile de Greg dans le véhicule de fonction de la mère de famille. Lorsqu'ils sont arrivés vers le bâtiment, Greg se tenait dehors. Megan a demandé à Chris de faire demi-tour et de s'arrêter à côté de l'homme. Chris s'est exécuté, mais il a affirmé que quand il est arrivé à la hauteur de Greg, Megan a ouvert la portière et a tiré plusieurs fois sur la victime. Après le meurtre, Megan s'est mise à crier et à insulter son amant pour qu'il mette le corps de Greg dans la voiture et l'emmène à son bureau afin de s'en débarrasser. Elle a répété de nombreuses fois que Chris était stupide et qu'il devait se dépêcher.
Chris a affirmé qu'il avait de prime abord refusé de l'aider, qu'il lui a dit de demander de l'aide à quelqu'un d'autre, car il était déjà bien plus impliqué qu'il ne l'aurait voulu. Il a dit « Je lui ai demandé ce qui s'était passé. Pourquoi as-tu fait ça ?» Elle n'a pas dit grand-chose. Elle m'a dit d'aller au salon funéraire et je me souviens juste de son attitude complètement désinvolte, comme si c'était un petit contretemps sans importance. Il a tout de même fini par charger le corps de Greg dans la voiture et ils sont retournés au funérarium de Myrtle Beach où ils ont entreposé le corps dans la chambre froide en attendant que Chris puisse s'en débarrasser le lendemain soir. Chris a affirmé à la barre, des sanglots dans la voix. Elle m'a dit que si je racontais à quelqu'un ce qui s'était passé, elle me tuerait. Elle m'a dit que nous devions être solidaires, que je devais rester avec elle. Ensuite, ils ont quitté les pompes funèbres et se sont rendus chez Megan où ils ont trouvé Savannah en train de regarder la télé. Megan a pris une douche pendant que Chris discutait avec l'adolescente. Le lendemain, le 3 octobre, Megan a dit à Chris qu'il devait se comporter normalement. Elle a rassemblé ses 3 plus jeunes enfants pour les emmener à l'appartement de Greg, ce que Savannah a trouvé étrange car son père venait toujours chez Megan pour chercher ses frères et sœurs. À l'appartement, Greg n'a pas répondu à la porte, alors Megan a appelé la police et a demandé un welfare check. À ce moment-là, on pense qu'elle a placé les clés et le portefeuille de Greg chez lui. Ensuite, Megan a dit à Chris qu'il devait se débarrasser du corps. Ce dernier a affirmé qu'il ne voulait pas le faire et a essayé de la convaincre du contraire, je cite. « Je l'ai entendu dire « Fais ceci ou fais cela, sinon je te tue. » Et je l'ai regardé tuer le père de ses enfants. J'ai pris sa menace au sérieux. Chris a déclaré qu'il ne savait pas comment se débarrasser du corps de Greg, alors il s'est rendu chez Lowe's dans l'après-midi, un magasin de bricolage, et a commencé à rassembler tout ce qui pouvait lui être utile. Il s'agissait notamment d'une bâche, de sangles à cliquet, d'attaches zip et d'un parpaing. Le tout a été filmé. Entre la fin de la journée du 3 octobre et le début de la journée du 4 octobre, Chris a décidé de jeter Greg dans la rivière Little Pedy. Immédiatement après, il s'est rendu chez sa maîtresse et elle lui aurait demandé « As-tu fait ce que tu avais à faire ?» Il a répondu oui et elle lui aurait dit « Gentil garçon ». Ensuite, Chris a dit que Megan avait inventé une histoire pour la police, qu'il a reprise à son compte parce qu'il ne voulait pas qu'elle fasse du mal à sa famille. Il a ajouté qu'il ne se sentait pas à l'aise pour divulguer ce qui s'était passé dans la nuit du 2 octobre 2020 jusqu'à ce que son avocat prenne des dispositions pour protéger sa famille. D'après le sergent de police Ken Marcus, les 3 téléphones, celui de Megan, de Chris et de Greg, ont été géolocalisés près du funérarium avant que le téléphone de Greg ne s'éteigne définitivement à 23h06 le 2 octobre 2020. Le 4 octobre, le téléphone de Chris a émis un signal près de la rivière Little Pedy, là où le corps a été jeté. Néanmoins, l'avocat de Megan, maître Case Britten, a fait valoir que la zone ombrée, indiquée comme lieu de localisation du téléphone portable, ne signifie pas nécessairement que des personnes se trouvaient à cet endroit. Également, il a affirmé que les données du téléphone portable ne pouvaient pas prouver que Greg était vivant ou mort dans la voiture de Megan cette nuit-là. Mais qu'en est-il du mobile ? L'accusation a une théorie, car je ne vous l'ai pas encore dit, mais en fait, Megan était enceinte de Chris. Et apparemment, Greg l'avait découvert et avait même tenté de prévenir Erica, la femme de Chris, via des SMS anonymes. Fin août 2020, Megan a annoncé à Chris qu'elle était enceinte de lui, ce qui a compliqué les choses. À l'automne 2020, Erica Dontel a reçu un SMS anonyme lui annonçant que son mari couchait avec Megan et qu'elle était enceinte. Erica Dontel n'arrivait pas à y croire et s'est dite sous le choc. Forcément, les 2 amants ont nié ces accusations, mais ils ont vite soupçonné Greg d'être à l'origine de ces messages. À un moment donné, une lettre anonyme a été envoyée à Erica Dontel avec une pile de captures d'écran imprimées montrant les SMS échangés entre Megan et Chris, SMS prouvant leur liaison. Mais Chris a trouvé le colis en premier et l'a caché. Dans le cadre de son accord de plaidoyer, Chris a témoigné lors du procès de Megan qu'elle avait utilisé sa fausse couche comme raison pour qu'il se débarrasse du corps de Greg. En parlant des SMS, l'accusation a estimé qu'ils étaient la preuve que les 2 amants avaient comploté le meurtre de Greg. Le lieutenant Benjamin Wells, expert en criminalité numérique, a témoigné au procès. Il a extrait les données de l'iPhone de Megan. Le 28 septembre, Megan a envoyé à Chris. Greg sait que je suis enceinte et il m'a dit qu'il comptait le dire à Erica, qu'il l'aurait d'ailleurs déjà fait il y a longtemps s'il en avait eu l'occasion. Ce à quoi Chris a répondu « Double homicide, je t'appelle dans 5 minutes ». Un autre jour, Chris a dit à Megan qu'il était, je cite, « prêt à lui crever un pneu ou à couper ses freins ».
Le 1er octobre, la veille de la mort de Greg, un certain Gabe McDowell a envoyé un email à Erica contenant 10 images montrant la grossesse et la liaison entre Chris et Megan. Enfin, d'après le lieutenant Benjamin Wells, les derniers échanges entre Megan et Greg, juste avant le meurtre, n'étaient pas positifs. Greg lui reprochait d'avoir ruiné son travail et sa vie. Son dernier message disait, je cite, « Tout ce que je peux dire, c'est attends la tempête ». D'après l'accusation, le mobile de Megan était donc lié à des conflits en cours concernant la garde de ses enfants et à son désir de cacher sa liaison et sa grossesse. Le procureur a déclaré que toutes les preuves démontraient la malveillance de Megan envers Greg et que la seule personne à avoir tiré profit de la mort du père de famille était bien Megan. Durant sa plaidoirie finale, il a déclaré aux jurés « Il vous appartient de mettre fin aux mensonges répétés de l'accusé, de dire la vérité et de la condamner pour meurtre. » La défense, quant à elle, a adopté une approche complètement différente dans ses conclusions finales devant le jury. La défense a déclaré au jury qu'il y avait de nombreuses raisons de remettre en question tous les arguments présentés par l'accusation. L'avocat de la défense a fait valoir que les arguments présentés par l'accusation serviraient à condamner Chris pour meurtre, et non Megan. Les avocats de l'accusé ont déclaré que Chris avait modifié sa déposition afin d'aider l'État à la condamner, ce qui montre qu'il ne pense qu'à lui-même. Ils ont souligné que les preuves ne permettent toujours pas d'établir ce qui s'est passé le 2 octobre, ni qui a réellement tué Gregory Rice. Il a déclaré « Dans une affaire de meurtre, j'aimerais voir l'arme du crime. Nous ne l'avons pas. J'aimerais avoir des témoignages oculaires. Nous n'en avons pas. J'aimerais avoir une vidéo du crime. Nous n'avons pas de vidéo du crime. » La défense a posé une dernière question au jury. Demandez-vous simplement, en fin de compte, si vous faites confiance à Chris Dontel. La seule façon de la condamner est de faire confiance à cet homme, et je ne pense pas que vous puissiez le faire. Il a fallu 1h30 de délibération au jury. Le 17 juin 2025, Megan Jackson a été reconnue coupable du meurtre de Gregory Rice, le père de ses 4 enfants. Avant que le juge ne prononce sa sentence, l'État a lu les déclarations de Savannah Rice et de son frère aîné, Zachary, maintenant le tuteur légal de ses demi-frères et sœurs mineurs, qui ont tous deux déclaré que leur mère avait détruit leur vie. Megan Jackson a rapidement été condamnée à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Après le verdict, la sœur de Chris, Crystal, a déclaré que Megan est là où elle doit être. Elle a ruiné la vie de nombreuses personnes. C'est une personne malfaisante. Chris l'a parfaitement expliqué dans son témoignage. Il mentait bien et elle le savait. C'est pourquoi elle l'a choisi, car elle savait qu'il pouvait être facilement manipulé. Lors de son audience de détermination de la peine, qui a eu lieu une semaine plus tard, Chris Dontel a déclaré avoir uniquement aidé Megan à se débarrasser du corps de Greg et que, comme il est en prison depuis 2021, il espérait obtenir une peine légère. Il a déclaré qu'il était clair que son implication auprès de Megan reposait sur la tromperie et qu'elle était à l'opposé de ses convictions et de ce qu'il défendait. Erica, sa femme, a également plaidé la clémence, affirmant que Megan avait menacé Chris. Elle a qualifié Megan comme étant l'antéchrist de sa famille, qu'elle était entrée dans leur vie, les avait comblés de cadeaux coûteux, leur faisant croire qu'ils étaient amis. Mais que d'après Erica, les choses ont pris une autre tournure et que grâce à la manipulation et à l'alcool, elle a utilisé les problèmes conjugaux dont Erica Dontel lui avait parlé pour manipuler son mari. Elle a dit, je cite, « Chris est une personne extraordinaire malgré les mauvaises décisions qu'il a prises sous l'emprise de Megan. » En l'espace de 8 petits mois, Megan Jackson a emménagé dans notre quartier et a mis son plan à exécution avec 2 objectifs en tête. Mettre fin à mon mariage avec Chris et se débarrasser de Greg Rice, mais elle n'a réussi à atteindre qu'un seul de ses objectifs. Savannah Rice, la fille de Greg, quant à elle, a demandé à ce que le juge condamne l'amant de sa mère à la peine maximale. Elle a déclaré « Il m'a prise dans ses bras alors que je pleurais et suppliais mon père de revenir. Il m'a dit que tout irait bien et qu'ils allaient le retrouver. Mais il ne m'a pas dit que nous le trouverions mort. » Finalement, le juge Benjamin Hyman a condamné Chris Dontel à 15 ans de prison pour complot criminel en vue de commettre un meurtre et à 5 ans pour complicité après les faits. En juin 2025, Erica et Chris étaient toujours mariés. Alors d'après vous, Chris était-il plus impliqué que ce qu'il a bien voulu faire croire ? Donnez-moi votre avis. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous.